Mesdames, Messieurs, chers auditeurs de la radio africaine Africa numéro 1, nous voici à nouveau réunis dans le cadre de cette émission Le Club de la Presse, une heure pour convaincre, qui reçoit, après le porte-parole de la présidence de la République, Alain-Claude Bié-Binzé, il y a une semaine, l'opposition regroupée au sein du Front de l'opposition pour l'alternance, né le 19 juillet dernier à Libreville, représenté ici par Raphaël Bandéa Lendoy. Il s'agit pour le camp opposé à la majorité de venir s'expliquer sur les grands faits d'actualité sur lesquels M. Alain-Claude Bié-Binzé a dernièrement donné la version gouvernementale. Il s'agit de la naissance du Front de l'opposition pour l'alternance, de la plainte portée par l'ingénieur gabonais Roland Désiré Abba contre les industries extractives opérant au Gabon, des crimes rituels dont on parle encore tant, mais aussi de sujets divers concoctés par nos confrères ici présents. Ce sont Ismaël Obionzé d'Africable et de l'agence de presse Honolulu, d'Abel Mimongo du journal L'Union, de Placide Moulakou du journal Le Scribouillard. Autour de moi, Jérémy Gustave Zamba pour s'entretenir avec Raphaël Bandéa Lendoy, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Africa numéro 1. Alors, monsieur Bandéa Lendoy, tout d'abord, cette première préoccupation, les interrogations des Gabonais après la création du Front de l'opposition pour l'alternance, surtout de ses ambitions, dont celle de présenter en 2016, lors de la présidentielle, un candidat unique face au porte-étendard du Parti démocratique gabonais PDG. L'on se demande, si et là, si cela paraît réaliste pour une fois. Pourquoi faut-il en douter? Parce que lorsque une organisation politique ou donc des groupes politiques se constituent, c'est toujours dans le but de conquérir le pouvoir politique. Et ils s'organisent librement et ils définissent librement leur stratégie. Il est apparu, puisque les Gabonais le souhaitaient, que le moment était venu pour que les forces de l'opposition puissent se regrouper afin de pouvoir préparer au mieux l'élection présidentielle prochaine. Mais l'élection présidentielle est un objectif vers lequel nous devons nous tendre tous. Mais il ne faut pas oublier que avant de pouvoir aller aux élections présidentielles, il faut d'abord prendre le temps de se connaître, si l'on veut gouverner ensemble, et prendre le temps de travailler ensemble, si on veut que ce gouvernement puisse aboutir à des réalisations qui peuvent être utiles pour notre pays. C'est un moyen donc de pouvoir laisser se converger des personnalités, des tempéraments, des méthodes de travail, des projets, pour pouvoir aboutir à un objectif qui peut être commun. Donc pour le faire, le mieux c'est pouvoir s'organiser dans des ensembles qui peuvent regrouper plus d'une personne et qui permettent, en tenant compte de la situation sociologique gabonaise, de pouvoir aller au pouvoir politique avec le maximum de chances. Et il faut pas oublier de signaler que le peuple gabonais, ou certains l'ont dit, le peuple de l'opposition, était passablement excédé par la propension de ses représentants à aller en ordre dispersé. Et ils ont vu, par exemple, qu'il a suffi que certains d'entre eux se regroupent au cours de la dernière élection présidentielle pour que l'on aboutisse à une situation où on a été en mesure de revendiquer la victoire, puisque, concrètement, il a gagné l'élection présidentielle. Je veux parler du président André Mbaoba. Nous savons les ténors de l'opposition très flattés par leur ego. C'est ce qui explique que chaque fois qu'il s'est agi d'aller en rang serré contre le pouvoir, il y a eu dispersion par la suite. Comme tout groupement humain, il y a toujours des questions d'ego. Beaucoup ont dit que l'Union nationale ne tiendrait pas parce que les personnalités avaient un ego tel qu'il n'était pas possible qu'ils puissent tenir plus d'un certain temps. Or, on a vu, malgré ce qui leur est arrivé, qu'ils sont restés soudés. Et jusqu'à présent, ces personnalités continuent de travailler ensemble malgré les vicissitudes de leur formation politique. Donc, nous avons donc, avec cette expérience, pensé qu'on pouvait transformer encore l'essai avec l'arrivée de nouvelles personnalités au sein de l'opposition. On oublie parfois de signaler que malgré ces fausses personnalités, malgré ces unions qui n'ont pas toujours abouti, ils ont abouti à faire des projets politiques forts
qui ont entraîné à impulser un certain nombre d'actions politiques dans le pays. Donc, c'est vrai, nous croyons au front uni de l'opposition et nous pensons que nous aboutirons à l'alternance. Une question d'Abel Mimongo du journal L'Union. À vous entendre parler, M. Madiga, vous nous donnez l'impression que toute l'opposition a adhéré justement à cette idée d'unité, alors que vous parlez très peu des autres partis, non moins représentatifs de cette opposition, qui, aujourd'hui, ne font pas partie de cette coalition. Je voudrais compléter la question de Abel Mimongo, qui allait loin en parlant d'autres partis qui ne sont pas du Front uni de l'opposition, mais à l'intérieur même de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'ex-Union nationale, on a constaté que les souverainistes n'étaient pas là. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, le 19 juillet, pour qu'ils ne soient pas là? Étaient-ils tous en voyage? Je pense qu'on ne peut pas tirer de la non-présence de certains cadres de l'opposition un signe en faveur d'une désunion. Je pense que ces cadres de l'opposition ont contribué aussi à la naissance du front à des degrés divers. Mais il est toujours difficile de parler d'amis dans une situation comme celle-là. Les cadres que vous citez demeurent dans l'opposition. Ils n'ont jamais dit qu'ils partaient ailleurs. Les cadres que vous citez, qu'à titre personnel, pour certains en tout cas, j'ai une affection particulière, puisque nous menons ensemble une action qui va avoir une tonalité très importante dans la vie de notre pays. À propos de ces cadres, je dois vous dire que leur ancrage dans l'opposition ne peut pas être discuté. Oui, il peut y avoir à un moment ou à un autre des différences d'approche, des différences d'options. Il faut les respecter. Ou d'autres types de différences. Il faut les respecter. Mais ces cadres sont de l'opposition et je peux même vous affirmer qu'ils sont dans le front uni de l'opposition. Et si vous en doutez, il suffit de les interroger, vous serez édifiés par leur réponse. Par rapport à l'autre interrogation, oui, effectivement, il n'y a pas d'autres partis politiques de l'opposition dans le front uni. Mais s'il en est ainsi, c'est parce que d'abord, il a fallu privilégier ceux qui ont convenu de pouvoir constituer ce front. Et ceux qui ont convenu se sont révélés par des personnalités, 14 personnalités, auxquelles il faut ajouter une 15e, qui n'était pas là, présente physiquement, mais qui s'est exprimée par un message téléphonique. Je vais citer André Baobab. On vous a dit, le jour de la constitution du front, qu'il y avait d'autres personnalités qui voulaient y adhérer. Et ces personnalités ont peut-être voulu un moment pour pouvoir se déterminer et y aller. On n'est pas toujours obligé de se décider au même moment. Quelle garantie vous donnez à l'opinion aujourd'hui que les égos d'hier ne vont pas faire éclater la dynamique unitaire de l'opposition que vous semblez décrire ici? J'ai une garantie toute simple à vous donner. Je pense que c'est l'expérience des personnalités qui se trouvent regroupées au sein de l'opposition. Cette expérience leur permet d'avoir, comme disait Lévi-Strauss, le regard éloigné. Parce que même si la critique ne leur fait pas souvent crédit de ce regard, mais les personnalités qui se trouvent dans l'opposition ont déjà accumulé une somme d'expérience et donc une somme de sagesse que chez nous au Gabon et en Afrique, nous respectons et qui sont là pour servir de référence, qui permettront de tempérer ces égos, qui permettront de tempérer la fougue de certains d'entre eux et qui seront la garantie du maintien du cap. Je veux le dire en pensant à l'expérience de l'Union nationale. Vous voyez bien que la coexistence de telles personnalités a permis de maintenir le cap. Donc je pense que c'est une garantie suffisante. Et puis aussi, il y a comme garantie le désir de ne pas déplaire, de ne pas trahir la demande de l'opposition gabonaise, de ne pas trahir l'attente
du peuple gabonais. Je pense que dans le défi, il y a aussi une exigence de constance. Et c'est dans cette perspective que je peux affirmer qu'on a là des garanties suffisantes, mais pas seulement des garanties factuelles, mais ce sont des garanties morales et philosophiques qui permettent de fonder une action qui peut durer dans le temps. Placide Moulakou, prenez votre mal en patience. Monsieur Banegale Noy, en recevant dernièrement le porte-parole de la présidence de la République gabonaise, il nous apportait en substance l'information selon laquelle sa formation politique, qui du reste est là, je reprends, le secrétaire général du PDG Faustin Boukoubi, n'a pas peur de la naissance du front, qu'elle place au contraire au compte de la vitalité de la démocratie dans le pays. L'information selon laquelle, disais-je, les opposants présents lors de la formation de ce regroupement de l'opposition le 19 juillet dernier n'étaient pas représentatifs sociologiquement. Votre réaction? C'est un argumentaire éculé. Oui, la représentation, mais quelle a été, vous auriez pu le lui demander, quelle a été sa grille de lecture? Quel a été le critère sur lequel il a appuyé cette évaluation? Je m'étonne, pour quelqu'un qui le dit de cette façon, qu'il puisse en parler. Parce qu'à mon avis, si l'on a à négliger une personne, le mieux à faire, c'est de pouvoir laisser faire. Le mieux à faire, c'est de pouvoir se taire et continuer librement à vaquer à ses occupations. Mais je note quand même que dès après la Constitution, qu'il y a eu une émission exceptionnelle qui a été organisée par le parti en cause, avec des personnalités de ce parti, sans qu'il y ait eu un seul membre du Front qui a fait la trame de l'ensemble de l'émission. Pourquoi? Puisqu'ils ne sont pas à craindre. Pourquoi en parle-t-on? Est-ce que c'est parce qu'on a envie de leur donner une publicité gratuite? C'est pas compréhensible. Ensuite, pourquoi n'avoir pas, alors que des images étaient diffusées d'une des personnalités du Front qui disait son discours, mais qu'on n'entendait pas? On n'a pas jugé utile qu'il y ait sur le plateau une ou deux personnes, comme votre déontologie, je crois, le recommande. Il n'y a eu personne pour pouvoir venir représenter l'opposition et y répondre. Donc je vois là-dedans des atermoiements qui sont la marque de ceux qui ont de la panique. Nous leur disons, chiche. Vous n'avez pas répondu à l'aspect sociologique de votre représentativité. Il faut d'abord dire que l'opposition gabonaise n'est pas en situation où elle peut concourir normalement pour pouvoir faire la preuve de sa représentativité sociologique. L'opposition gabonaise est dans un environnement où elle est excessivement soumise à l'adversité du pouvoir en place, qui ne veut absolument pas l'alternance. Et cette adversité entrave le déroulement de l'action de l'opposition sur le terrain. Regardez la dissolution de l'Union nationale. Et tout ce qui a suivi la dissolution de l'Union nationale a entravé l'idée qu'on pouvait aboutir à faire en sorte qu'on détecte la représentativité de ce groupement qui venait de se constituer et qui s'appuyait pratiquement sur les mêmes référents que le front qui vient de se constituer. Donc, voici un obstacle. Mais malgré cet obstacle, tous les candidats qui se sont présentés au titre de l'Union nationale, je veux dire toutes les listes qui se sont présentées au titre de l'Union nationale, sont venus par rapport aux résultats avant. L'ensemble de celles qui ont présenté étaient présentées par certains partis de l'opposition qui étaient reconnus. Donc, malgré les entraves, on a abouti à ça. Nous sommes allés en indépendant, mais en étant allés en indépendant, nous avons fait un résultat fort honorable en regard de notre situation administrative et de l'état du terrain. Mais, quelle est la preuve de notre ancrage sociologique? D'abord, parce que l'opposition, le discours ou l'attente
qui est exprimé vis-à-vis de l'opposition peut être mesuré dans la population gabonaise, qui s'exprime de plusieurs façons et qui dit son intérêt pour l'opposition gabonaise et pour le désir d'alternance. On a toujours parlé de majorité sociologique. Mais il y a toujours eu chaque fois des entraves qui ont fait en sorte que l'opposition ne puisse pas faire la preuve de cela. En allant un peu plus loin dans l'histoire, regardez, c'était l'opposition de l'époque qui a gagné l'élection présidentielle de 1993. Or, cette victoire a été confisquée. Chaque fois que le temps se coulera, on se trouvera toujours dans la situation où on sera conforté par cet argument. Voici plus qu'une autre preuve, l'idée que nous sommes sociologiquement représentatifs de la société gabonaise. Et puis, il y a un dernier argument que j'avais envie de donner et qui est par rapport aux différents groupes socio-linguistiques de notre pays. Nous y sommes tous présents. Donc, je peux dire que parce que tous les membres de la famille sont là, nous travaillerons pour que nous puissions, si elle n'est pas encore évidente aux yeux de ceux qui en doutent, nous puissions parvenir à démontrer que nous sommes représentatifs sociologiquement de la population gabonaise. Je rappelle que Africa Press Club, le club de la presse d'Africa numéro 1, reçoit aujourd'hui un des membres du front de l'opposition pour l'alternance au Gabon. Il s'agit de Raphaël Bandera Lendoy. Eh bien, le journal Le Scribouillard s'amène avec Placide de Moulakou. Monsieur Bandera Lendoy, bonjour. Bonjour. À vous écouter, l'opposition est restée scotchée, sinon nostalgique, au passé. 1993, l'opposition aurait gagné les élections. En 1993, M. Zakari Mimboto était au pouvoir et dirigeait d'ailleurs, je crois, une partie de la campagne de Mabongo Nimba. 2009, l'opposition perd les élections, mais suite à la diffusion d'un documentaire, on dit que c'est André Mbobam qui a gagné et vous continuez à revendiquer cette victoire. Finalement, est-ce que vous ne pensez pas que vous perdez trop de temps à revendiquer des victoires plutôt que de proposer un projet alternatif? Je pense que nous ne perdons pas du temps à revendiquer des victoires. Il est important que nous notions que dans le passé, il y a eu des victoires de l'opposition qui ont été confisquées. C'est important de montrer qu'en face de nous, il y a un pouvoir qui ne veut pas lâcher. Il est important de montrer qu'en face de nous, il y a un pouvoir qui ne veut pas jouer le jeu de l'alternance. Il est important que nous puissions accréditer vis-à-vis de la nation tout entière que pour parvenir au pouvoir, il faudrait que nous puissions doubler d'efforts. Et l'histoire nous sert de galvanisateur. Mais vous parlez de projet. Vous pensez que chaque fois que nous devons faire une action, il faut que nous déclinions des projets? Non. Chaque chose en son temps. Nous avons actuellement notre rôle dans l'opposition. C'est d'abord un rôle de contradiction. Nous ne sommes pas au pouvoir. Il ne faut pas que chaque fois que nous critiquons une action du pouvoir, nous puissions y opposer un projet. Parce que nous ne sommes pas au pouvoir. Et puis, l'histoire encore va vous révéler que chaque fois que l'opposition a proposé des projets, souvent, le pouvoir les a repris. Donc nous ne sommes pas là pour travailler pour le pouvoir. C'est eux qui disposent de la machine gouvernementale. C'est eux qui disposent du pouvoir politique. C'est donc eux à qui on doit demander de rendre des comptes et de donner un projet. Et par rapport à cela, le PDG par exemple, je ne sais pas, peut-être parce que je ne les écoute pas bien, mais lorsque je lis certaines presses, j'ai l'impression que c'est l'opposition qui est au pouvoir au Gabon. Parce que il y a une certaine presse qui ne dit pas, qui ne critique pas, qui ne demande pas le projet du pouvoir. On se rendait compte qu'il s'agissait d'affirmations qui étaient sans contenu. Et sur une question comme le Gabon industriel, qui était avancé là-dedans. C'est quelques temps après, des années après, qu'on a eu
une évaluation de ce que ça devait coûter pour faire le Gabon industriel. C'était à la première page de l'Union. C'était plusieurs milliards de francs qui comprenaient plusieurs budgets. C'est pas à l'opposition qu'il faut demander tout le temps de décliner des projets. Oui, l'opposition décline des projets chaque fois qu'il peut les décliner et chaque fois qu'il faut les décliner. Mais ça paraît tout de même fastidieux, M. Badega, de venir comme ça sur la place publique et dire simplement que notre souhait est de voir le président Bongo, Ali Bongo, parti du pouvoir, sans que vous nous proposiez sur quand même des questions importantes comme la sécurité, l'agriculture, tout ce qu'on a. La diplomatie, sur un certain nombre de sujets d'actualité. C'est d'autant plus que vous devez le faire au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Même si le pouvoir récupère vos projets, c'est pour le bien des Gabonais, je suppose. Il n'y a pas un peuple de l'opposition, un peuple du pouvoir. Non, il n'y a pas un peuple de l'opposition, un peuple du pouvoir, mais lorsque, par exemple, vous avez lu la déclaration de constitution du Front, vous êtes journaliste, vous avez vu que là-dedans, cette déclaration, il y avait un projet politique qui était décliné et qui était d'abord institutionnel. Dans ce projet institutionnel, on retrouvait aussi en même temps une déclinaison d'un projet économique. Donc, nous ne manquons pas de projets. Lorsque nous disons par exemple que nous sommes pour que nous revenions à la Constitution de 1991, qui a été adoptée par consensus, par l'ensemble des forces politiques présentes à l'Assemblée nationale à cette époque, et dont l'essentiel des éléments a été érodé au fur et à mesure par le pouvoir PDG en place, nous déclinons un projet politique. Lorsque nous disons que nous devons revenir au scrutin à deux tours, nous déclinons un projet politique parce que nous condamnons, dans un pays comme le nôtre, qui est encore fragile au niveau de son consensus national, il ne faut pas que ce soit la minorité la plus forte qui détienne le pouvoir politique. Il faut que ce soit la majorité absolue de la population qui concède le pouvoir politique. En le disant, nous déclinons un projet politique et ainsi de suite. Donc, nous déclinons dans l'opposition des projets politiques et cela nous l'avons fait pas seulement lors de la constitution du Front, je peux vous le rappeler pour vous dire que nous le disons tout le temps, chaque fois que nous faisons des déclarations au sein des partis politiques, nous déclinons des projets et des actions politiques. Mais c'est en sens là, M. Badega, que votre déclaration souffre d'une certaine faiblesse. Vous faites une déclaration dans laquelle vous demandez justement le retour à la constitution de 1991, mais vous ne disposez pas de moyens politiques pour faire aboutir justement ce projet. Le porte-parole nous disait il n'y a pas très longtemps que on ne change pas une constitution par une déclaration. Non, mais en le disant, nous en appelons au peuple gabonais. Je vous rappelle que c'est le souverain, c'est le peuple gabonais qui concède le pouvoir politique et si le peuple gabonais est d'accord avec ce que nous disons, c'est lui qui va permettre l'application de nos projets. Monsieur Badega Ndoye, Omar Bongo Ondimba le faisait si bien, il associait à son action l'opposition. Si d'aventure c'est ce que semble attendre certains d'entre vous, Ali Bongo Ondimba en faisait autant. Vous me surprenez. Vous pensez que certains d'entre vous l'attendent? Vous avez des exemples? Je ne crois pas. Vous me permettez d'en douter. Je n'ai consulté personne pour le dire, mais permettez-moi d'en douter. Placide Moulako. Monsieur Badinga, je vais d'abord rebondir sur la question de Jérémy Gustave. Si Ali Bongo vous appelle, parce que vous êtes un patriote, parce que votre engagement politique, c'est pour le bien du peuple gabonais, s'il vous appelle à ses côtés, qu'allez-vous lui répondre? Je lui dirai non. Première question. Deuxième question. Nous avons l'impression qu'au niveau de l'opposition, tout est toujours figé dans le temps. C'est toujours le passé. La Constitution de 1991. Mais le pouvoir a répondu clairement par la voix du secrétaire général du PDG. Cette modification qui a eu lieu était le fruit d'une rencontre entre l'opposition et la majorité. Vous confirmez? Oui. Mais chaque fois que le président Ali Bongo appelle l'opposition au dialogue, votre camp
n'y souscrit jamais. Mais comment allez-vous faire pour... Il nous a appelé au dialogue quand? Il y a eu sur la coordination sur l'île Mbanié, sur la présidence CEMAC du Gabon. Vous n'avez jamais donné répondre. Ah, d'accord. Ah oui, je me souviens. Mais je peux vous dire, il ne s'agissait pas d'un appel au dialogue. Parce que lorsqu'il y a des forces politiques en présence, je pense qu'il y a des sujets qui induisent un dialogue et il y a d'autres qui induisent des manœuvres politiciennes. Et il est important au sein de l'opposition de pouvoir distinguer les deux. Sur l'île Mbanié, c'était une manœuvre politicienne. Parce qu'il y avait un événement politique qui était intervenu. Et lui, alors qu'avant il disait que l'opposition doit s'opposer et que la majorité doit gouverner, bien, il a trouvé une révélation pour dire il faut maintenant qu'il appelle l'opposition pour discuter de cela. Mais en plus, qu'est-ce que l'opposition allait dire sur l'île Mbanié? Est-ce qu'il y a une lecture différente de l'opposition sur l'intégrité du territoire national? Nous avions d'autres questions qui étaient polémiques. Mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, M. Ali Bongo Ondimba a changé la Constitution pour prendre des dispositions dangereuses qui permettent désormais à des institutions de prolonger pour un temps indéfini le mandat des élus, contre l'avis du peuple gabonais, contre le suffrage universel. Nous pensions qu'une question comme celle-ci aurait nécessité une concorde nationale. Mais la Constitution a été changée sans que l'opposition ait été convoquée dans un sens conciliateur pour qu'elle puisse être en faveur des institutions de la République. Mais dans et cette pour le bien du peuple gabonais. Comment allez-vous imposer, c'est votre expression, lors du discours du collège Choréré, comment allez-vous imposer le retour à une élection à 2 tours alors que vous n'avez visiblement pas les moyens? Nous avons dit que nous avons demandé cela, nous avons fait notre projet au peuple gabonais. Les moyens, c'est le peuple gabonais qui les donne. L'insurrection? Si le peuple gabonais nous permet d'arriver au pouvoir, on n'a pas besoin d'insurrection pour cela. Mais si le peuple gabonais, parce que vous parlez pour le peuple gabonais, mais est-ce que c'est vraiment le peuple gabonais ou bien vous parlez pour vous-même? Parce que quand on circule à l'intérieur du pays, votre discours n'est pas très porteur. Sur quelle base vous dites cela? Parce que nous sommes tous des Gabonais et il nous arrive d'aller... Ah non, moi lorsque je circule à l'intérieur du pays et même à Libreville, mon discours est très en cours. Mon discours permet de dire non, il n'est pas normal que la minorité la plus forte exerce le pouvoir politique. Si vous demandez aux Gabonais, ils vous le diront. Donc, il faut une élection à 2 tours. Les Gabonais vous le diront. Les Gabonais vous diront que certaines institutions ont besoin d'être revues dans leurs modalités d'organisation ou de fonctionnement. Parce qu'elles se présentent en regard des contingences institutionnelles actuelles, comme on dirait au Gabon, des réalités gabonaises, en situation où ces institutions ne peuvent pas jouer leur rôle dans l'avènement ou dans le développement d'une démocratie gabonaise. Moi, je voudrais prolonger la question de Placide en posant la question d'une manière un peu différente. On arrive en 2016, le peuple auquel vous faites allusion vous donne effectivement les suffrages, vous gagnez l'élection, mais il est confisqué. Vous faites quoi? Il ne faut pas que nous puissions exagérer les situations de politique fiction. Je pense que je suis là devant vous pour apporter une contradiction. Je pense que lorsqu'il y a des questions de cette nature, nous sommes obligés d'en débattre en plusieurs. Comment voulez-vous que moi, qui suis devant vous tout seul, je puisse engager un front qui vient de se constituer et qui est constitué de personnalités aussi diverses et de tempéraments aussi variés? Je pense que cette question, à mon avis, ne mérite pas qu'on puisse y accorder beaucoup d'attention.
Avant de passer au deuxième volet donc de notre entretien, Monsieur Raphaël Banega-Lendoy, une question d'Ismaël Obionze d'Africable. Une certaine opinion présente les membres du Front uni de l'opposition comme des PDGistes recyclés. Qu'est-ce qui fondamentalement divise les membres du Front uni de l'opposition avec les tenants du pouvoir, fondamentalement? On parle même de gérontocratie. Oui, on parle de tout ça. Mais vous me permettrez d'y répondre. Allons-y, nous sommes là pour Alors, ça. devant vous, pensez, je n'ai pas encore atteint ce niveau. Je ne peux pas être inclus parmi les gérontes. Et puis, il y a d'autres que moi qui se trouvent autour ou au sein de ce front, qui n'ont pas des âges très avancés. Donc, il ne faut pas exagérer l'argument. Et vous avez vu beaucoup de jeunes au cours de ces cérémonies. Il ne faut pas exagérer l'argument. Toujours est-il que, c'est vrai, il y a des anciens PDGistes. Mais là encore, il faut savoir raison garder. Parce que le PDG, à un moment donné, a été le parti unique. Pour ceux qui voulaient faire de la politique, ils n'avaient pas le choix. Donc, ce n'est pas parce qu'on était dans une situation où on n'avait pas le choix que l'on doit être enfermé dans une étiquette. Les hommes ne sont pas des machines. Et nous, en tant que citoyens, nous disposons de la liberté de choix, désormais. C'est-à-dire qu'il est possible qu'une personne parte du PDG vers l'opposition ou inversement. On critique ceux qui partent du PDG vers l'opposition. Mais je pense que celui que vous avez reçu a fait le chemin inverse. Pourquoi ne critique-t-on pas ceux qui font le chemin inverse? Donc pour nous, nous n'exagérons pas non plus cet argument. Et ensuite, par rapport à l'âge. Mais il faut se comporter là-dessus comme des Africains, comme des Gabonais. Pour nous, l'âge, c'est le temps de la sagesse. Et nous en avons besoin. Lorsqu'il faut conduire l'action politique, c'est-à-dire gérer les hommes. Et il y a un proverbe pour nous qui dit « Le poids des hommes est un poids plus lourd que le poids des cailloux. » Parce que les cailloux, à un moment donné, on peut les laisser tomber. Mais les hommes, on ne peut pas les laisser tomber. Et donc, dans cette perspective, nous avons besoin des gens qui puissent être des facteurs de pondération dans notre sein. Et puis, peut-être, est-ce que vous ne pensez pas peut-être que là-bas, on dit cela pour pouvoir nous les envier? Parce que j'ai entendu quelqu'un il se disait jeune, qui a tenu un discours contraire à Franceville et qui a dit qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Mais quelque temps après, celui qui lui était supérieur est venu pour dire que non. Et pour ça, il a dû organiser une réunion très institutionnelle. Alors, donc vous pensez pourquoi ils le disent de nous et pourquoi tiennent-ils des propos inverses? Je pense là aussi, c'est pas parce qu'il y a des vieux chez nous, mais c'est parce qu'il y a des vieux de qualité. Ils nous les envient. Nous allons passer au deuxième volet donc de cet entretien avec vous, Monsieur Raphaël Banega-Lendoy, qui concerne donc la plainte déposée par l'ingénieur gabonais Roland Désiré Abba contre les industries extractives opérant au Gabon. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une démarche réaliste? Il y a une liberté d'ester en justice et je pense que cette liberté est offerte à tous les Gabonais. Et si ce concitoyen se trouve en situation où il a des arguments à faire valoir en justice, je pense qu'il faut lui permettre de pouvoir le faire. Il faut lui permettre de pouvoir le faire. D'autant qu'il est des situations où cela peut aussi concerner une, deux ou plusieurs personnes. Regardez, ce n'est pas toujours facile. Mais il peut y arriver à un moment où la défense de certains intérêts fondamentaux nécessite qu'on puisse attaquer des opérateurs économiques. Parce que parfois,
je ne veux pas dire que dans cette situation, je ne connais pas le fond de l'affaire. Mais dans certaines situations, moi, j'ai été particulièrement interpellé par ce qui a été fait dans le Wellington. De l'octroi à une société qui n'avait pas spécialement compétence pour le faire, d'un pan entier du territoire national, qui a privé des villageois des zones de culture, qui a privé aux villageois de leur territoire culturel. Je pense quand même que, même si nous n'avons pas fait des papiers, parce que ce n'est pas dans notre culture, nous avons vis-à-vis de notre terre un attachement viscéral. Et il ne faut pas donc que ce lien soit bradé. Ça ne s'est pas passé que dans le nord du Gabon. Ça se passe dans le sud du Gabon. Et moi, en tout cas, s'il m'était donné de réagir de cette façon, je n'hésiterais pas. Nous avons dans ce studio également notre confrère de Radio France Internationale et de Gabon Actu, Yves-Laurent Ngoma, qui piaffe d'impatience. Monsieur Badinga Lendoy, on s'étonne que l'opposition ne soutienne pas cette initiative de citoyen Désiré Abba. D'autant plus que l'opposition reconnaît que ce pays a été mal géré et que souvent la France est citée comme les pires des biens publics du Gabon. Pourquoi vous ne soutenez pas cette initiative? D'abord parce que cela n'a pas été concerté. Je pense que c'est d'abord une action individuelle. Et il faut que vous vous habituiez avec l'idée que l'opposition a des méthodes de fonctionnement. Et l'opposition a des moyens d'action. Donc je pense que si quelque chose, une demande de cette nature a été faite pour que l'opposition puisse, ou une partie d'entre elles, puisse pouvoir agir, il n'y aurait peut-être pas eu de problème. Mais peut-être que c'est une question de concertation. Monsieur Badinga, on parle bien des industries extractives, notamment le pétrole. La plainte de monsieur Désiré Abba inclut toutes ces industries. Or, il se trouve que certains membres du Front auraient des atomes crochus avec les milieux pétroliers et que ce n'est pas cette situation qui gêne un peu. J'aurai la parole à Yves Laurent. Oui, justement, c'est ça que je voulais ajouter. D'aucuns disent que si les cadres de l'opposition, certains cadres, notamment du Front, ne réagissent pas, certainement c'est parce qu'ils seraient d'une manière ou d'une autre impliqués dans ce fameux pillage. C'est une accusation gratuite. J'y répondrai tout simplement en disant que ce rapport avec les industries extractives est parfois supposé. C'est un soupçon. Mais il y a des personnes qui sont en individu ou en groupe ou associées dans d'autres situations qui se trouvent aussi intéressés dans le cadre d'une relation de cette nature. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que les Gabonais qui sont des actionnaires de certaines industries extractives sont tous membres de l'opposition? Je ne crois pas. Donc, c'est une accusation gratuite. Et je pense que ce n'est pas parce que l'opposition ne s'y est pas associée qu'il faut dire qu'elle y est mêlée. Il faut simplement réduire la plainte de notre compatriote à sa véritable sphère, c'est-à-dire que c'est l'action d'un citoyen gabonais. C'est tout. Qui mérite votre soutien, sans doute. Qui pourrait mériter notre soutien. Pourtant, on a vu... Moi, par exemple, pour vous me le demander, je vous dis que je n'ai aucun rapport, mais pas le moindre, avec aucune industrie extractive. Non, pour vous, on le sait. À titre personnel. Hein? Non, vous le savez, mais vous avez dit l'opposition tout à l'heure. Donc vous m'incluez là-dedans. Il y a certainement des informations qui vous échappent. C'est possible, mais il faut quand même pas. Non, il faut qu'on sache raison garder. Parce que dans notre pays, il faut que nous apprenions à traiter les questions politiques avec une certaine hauteur. Il ne faut pas que nous puissions ramener les questions politiques à des questions de suspicion. Parce que le soupçon est pernicieux. S'il est démontré un fait, ce fait peut être mis en avant.
Mais si c'est simplement un soupçon, c'est dangereux pour une communauté. Moi, je ne suis pas professionnel du soupçon, mais tout de même, on a vu le mutisme. On était étonnés, l'opinion a été étonnée du mutisme de l'opposition quand le gouvernement avait infligé à une société française de payer certaines indemnités qui 400 milliards de francs CFA à Total. Voilà, exactement. Donc, on n'a pas vu ou entendu l'opposition, on va dire, soutenir cette action qui allait dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. De renflouer les caisses de l'État. Peut-être parce qu'elle venait du pouvoir. Qui ont été spoliées. Non, parce que simplement l'opposition n'était pas en position de soutenir une telle action. Pourquoi? Parce qu'elle ne disposait pas d'informations ou de données qui lui permettaient de soutenir une telle action. Mais là, ça c'est une faiblesse, l'opposition. Non, parce que... Ah non, ce n'est pas une faiblesse forcément de l'opposition. Vous savez que l'information au Gabon est une information souvent cachée. Vous êtes des professionnels de l'information, vous le savez. L'information n'est pas à la disposition de ceux qui veulent l'avoir. Parfois, lorsqu'on veut obtenir la véritable information, on se heurte devant un mur. Donc, on s'est trouvé en situation où l'opposition n'avait pas les éléments pour pouvoir apprécier. Et, par exemple, tenez, qu'est-ce que vous savez après de l'épilogue de cette affaire? Ce que moi je suis, c'est que premièrement, il y a eu une action avec un chiffre important, comme celui que vous donnez, et puis qu'il y a eu dénégation de ce qui était indexé, et qu'après, il y a eu, de l'autre côté, une demande de négociation, alors qu'il semblait sûr d'eux pour aboutir. Donc, ils voulaient négocier. Donc, mais désormais, il n'était plus sûr d'eux. Et puis après, que lorsqu'on lit, lorsqu'on force la lecture, on se rend compte que, oui, il y a peut-être eu quelque chose, mais que dans la pratique, c'est possible qu'il y en ait. Et qu'on aboutit à une situation où ceux qui étaient attaqués ont fait apparaître aussi qu'on leur devait également des sommes. Et qu'en faisant le rapprochement, ce sont eux qui se trouvent en situation où ils étaient en droit de demander quelque chose. Alors donc vous voyez, si l'opposition s'était intégrée dans un tel imbroglio, qu'est-ce qu'elle serait devenue? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Je pense que l'opposition a fait preuve de sagesse en gardant une certaine distance pour attendre qu'ils puissent disposer des moyens pour pouvoir dire quelque chose. Mais pour mon information personnelle, je peux vous dire ce qui en est. Parce que j'ai essayé d'obtenir cette information. Mais peut-être que, dans quelque temps, l'opposition pourrait dire quelque chose sur cette question. Mais par rapport à cela aussi, quand même, il faut le noter. Il y a des attitudes à avoir avec des opérateurs économiques avec lesquels on travaille. Et que, par exemple, j'ai lu quelque chose qui émanait de personnes proches de l'opposition, qui ont condamné le fait de jeter en pâture un opérateur économique devant le public et pouvoir peut-être à la longue nuire à ses intérêts. Or, quand on nuit à des intérêts d'opérateurs économiques importants, on nuit aussi par ricochet aux intérêts du peuple gabonais et même de l'État gabonais. C'est ce danger-là qu'il faut indexer, à mon avis. Monsieur Kazmi Oyemba, qui est quand même un membre influent du Front, a été ministre des hydrocarbures. Oui. Donc, vous disposiez quand même, à partir de son expertise, d'un certain nombre d'éléments qui auraient pu vous décider à prendre la parole sur la place publique. J'ajoute que le président Miboto connaissait bien le dossier de Comuf. Mais je vous le dis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'étions pas en situation de disposer des éléments importants pour pouvoir y répondre. Si ce que vous dites, il n'y a que vous qui l'affirmez, mais je pense que s'il y avait des éléments dont qu'on était en position et qu'il était nécessaire de pouvoir y répondre, peut-être nous le ferions. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi une attitude d'une opposition responsable que de laisser ceux qui sont détenteurs du pouvoir politique, même s'ils se sont l'accaparés de ce pouvoir, les éléments pour pouvoir agir. Et s'ils le font mal, là, nous intervenons. Je pense que, M. Badenga Lendoy, cette question, c'était quand même une question d'intérêt national.
lorsqu'on se réfère à la France, qui nous servent de modèle politique, lorsqu'il y a des questions de ce genre surgissent, on a et le point de vue, les analyses de l'opposition et les analyses du pouvoir. Et vous, vous avez fait preuve d'une opposition responsable, peut-être pour vous attirer la sympathie de cette France qui est soupçonnée à tort ou à raison d'être le faiseur de roi au Gabon, non? Oh là là, on en vient encore. Il s'agit du soupçon. Oui. Et permettez-moi de ne pas répondre au soupçon. Véritablement, essayons de... C'est un silence complice. Ce sont des supputations. Non. Ou même à des supputations. Bon, c'est de votre métier. Mais permettez-moi de ne pas vous suivre sur ce terrain. Monsieur Badinga, moi je crois que mon confrère Yves Laurent n'est pas forcément à côté, parce que sitôt la déclaration de Charles aurait terminé, M. Adéano appelle l'avion, il est allé en France. Le lendemain, M. Bing appelle l'avion, il est allé en France. Apparemment, les leaders du front ne résident plus qu'en France. Les leaders du front ont la liberté de circulation. Mais il y a aussi des opposants, membres du front, qui n'ont pas la liberté de circulation. Et c'est là depuis de nombreuses années. Donc, n'indexez pas. S'il va en France, il faut lui demander pourquoi il y va. Mais il y va parce qu'il a des choses à faire en France. Parce que c'est un leader politique d'une certaine stature, parce que il a peut-être envie de voyager, qu'est-ce que j'en sais. Mais je suis vraiment mal placé, parce que je ne tiens ni son agenda, ni son programme de déplacement. Voyez-vous, je ne peux pas en parler. Vous avez par contre parlé de supputation, monsieur Raphaël Bandega Lendoy, mais cette fois, c'en est pas une. Il s'agit des crimes rituels. Alors, selon vous, de qui émanent-ils? On ne peut pas parler décemment de crimes rituels. Je pense que c'est deux notions antinomiques. Parce que parler de crimes rituels, d'une certaine façon, c'est excuser le crime. Puisque les rites sont normaux dans une société. Mais les rites sont condamnables, et ce ne sont pas des rites du tout, lorsqu'ils induisent des actions interdites par les lois. Il faut parler de crimes tout court. Et si l'on s'arrête à cela, il est très facile de traiter de la question. On revient à c'est-à-dire que ceux qui sont pris dans ce genre de situation soient traités comme des criminels. Et ils doivent rendre des comptes devant la justice gabonaise, en tant que tels. Donc, moi, personnellement, je ne parle jamais de crimes rituels. Je respecte les rites gabonais, parce que ce sont des éléments de notre culture. Et toutes les cultures en ont. Mais l'idée de crime rituel m'indispose à titre personnel. Et je pense, même dans l'opposition, j'en parle souvent, il n'y a pas de crime rituel, il y a des crimes tout court. Et il faut traiter ces crimes tels quels. Donc pour moi, la question n'est pas de me préoccuper de savoir de qui ça vient, de quel bord politique. Quel que soit le bord politique, si un crime est commis, c'est un crime. Et celui qui le commet est un criminel. Il n'y a ni majorité ni opposition vis-à-vis du crime. Donc vous êtes d'avis avec le chef de l'État lorsqu'il appelle à plus de fermeté dans l'action pour condamner ces crimes rituels ou crimes économiques. Bon, vous n'aimez pas trop le mot crime rituel. Il a dit à l'issue du conseil de la magistrature, le conseil de la magistrature. Vous êtes d'avis avec lui? Puisque vous tenez à ce que je prenne de dire quelque chose pour dire que je suis en accord ou en désaccord, moi je dis que ce qu'il dit peut être dit par moi dans les mêmes situations. Mais M. Bandega, c'est quand même le président de la République gabonaise, donc c'est le président de tous les Gabonais. Je dis qu'il s'est accaparé le pouvoir politique. Celui qui commet un coup d'État est en charge, est chef d'un État. Mais il s'accapare le pouvoir politique. Et je ne suis pas tenu de lui donner le titre de président de la République, qui est acquis régulièrement. Donc, il est chef d'État. Il fait ce qu'il fait, mais je dis et je maintiens qu'il s'est accaparé le pouvoir politique. Et je ne suis pas tenu de l'appeler président de la République. Et pourtant, vous vous opposez à lui. Et pourtant, vous vous opposez à lui. Il n'y a pas d'autre façon de pouvoir
chercher à l'y enlever que d'y être opposé. Et vous reconnaissez votre titre de Premier ministre que vous avez attribué à André Mbaobam? Oui. Vous le reconnaissez? Bien sûr. Et vous souhaitez que le Gabonais le reconnaisse aussi? Bien sûr. Pourquoi? Parce que ce titre est une façon de faire pièce à l'accaparement du pouvoir politique par celui qui occupe le fauteuil de chef de l'État. Est-ce que vous vous êtes étonné de ce qu'il y ait un autre gouvernement en Angleterre? Est-ce que c'est le modèle pour le Gabon? Mais c'est pour vous dire que ce que le Gabon a fait n'est pas nouveau en politique. Vous donnez très peu de nouvelles sur André Mbaobam. Comment évolue son état de santé? D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui veulent du mal. Et nous ne voulons pas lui donner de ses nouvelles pour ne pas donner des nouvelles de lui à des gens qui lui en veulent. Pour ceux qui l'aiment, André Mbaobam est là. Vous l'avez vu à la cathédrale Sainte-Marie. À la cathédrale Sainte-Marie, il nous a fait penser, excusez-moi, à feu Omar Bongo Ondimba, qui, au soir de sa vie, est venu devant ses collaborateurs leur dire que Dieu ne leur avait pas demandé de faire du Gabon ce qu'ils ont fait de ce pays. Alors, j'ai vu André Mbaobam, en fait, en quelque sorte, faire son mea culpa. Ah non, moi, je n'ai pas eu la même perception que vous. Et puis, ce n'est pas comparable avec monsieur le président défunt dans ce cadre-là. Mais même si, tout en respectant sa mémoire, à titre personnel, j'aime pas qu'on exagère cette citation. Parce que je trouve cela facile de pouvoir prétendre au soir de sa vie qu'on s'est trompé. Et donc, on sollicite qu'on vous donne le bon Dieu sans confession. Je pense qu'il aurait fallu qu'il dise plus clairement: je suis responsable de ce qui s'est passé au Gabon. Je veux qu'après moi, il n'en soit plus ainsi. Continuer avec le pays que nous aimons tous. Et je pense que cela, je l'aurais mieux accepté que ce qu'il a dit. Nous parlions des crimes de sang, ou crimes rituels. Il y a aussi les crimes économiques. 400 milliards se sont baladés, se sont évaporés des caisses de l'État. Vous parlez de quels 400 milliards? L'audit des finances publiques, oui, mené par la Direction générale de contrôle des ressources. Ah d'accord, mais c'est plus que ça. Oh, vous dites que... C'est pas 400 milliards. Sur 10 ans, le chiffre que j'ai lu, c'est 3000 milliards. Ma question va de 2009 à maintenant. Si vous dites crime, parce que vous savez qu'au Gabon, il y a une législation sur les crimes économiques. À partir de 300 000 francs. C'est pas à partir de 250 000 francs CFA. On est justiciable devant la cour criminelle spéciale qui va vous imposer, qui va vous infliger des sanctions criminelles. Très bien. À partir de 250 000 francs. Et est-ce que vous pensez que c'est l'opposition qui va devoir trouver les mots pour d'abord qualifier cela? S'il se trouvait que des membres de l'opposition soient épinglés, est-ce qu'on parlerait de procès politique? Mais posez la question différemment. Quelle que soit la personne qui se trouvera épinglée, est-ce qu'on parlera de procès ethnique? Moi, je ne parle pas d'ethnie, je parle de politique. Ah non, parce qu'il peut se trouver que ce soit un Gabonais en fonction de son ethnie. C'est forcément des Gabonais? Ah oui, mais pourquoi alors vous les séparez en fonction de ceux qui sont dans la majorité ou dans l'opposition? Parce que moi, ce que j'aurais dit, c'est que quelle que soit la personne qui est prise dans ce genre de choses, il s'agit d'un indélicat et il s'agit qu'il puisse répondre de son comportement devant la loi. Et par rapport à ces crimes économiques, puisqu'il s'agit de faits tournantes, notez d'abord que le pouvoir a un projet de recommencer des fêtes tournantes. On peut avoir vu clair dans la... Or, vous voyez bien que ces fêtes tournantes n'ont pas été maîtrisées. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce sont eux qui sont au pouvoir. Donc, ce sont eux qui ont les éléments de l'action de l'État. Comment pensez-vous que nous, dans l'opposition, d'une certaine façon, qui n'avons que le ministère de la parole, puissions peser sur les éléments? C'est à eux de montrer l'exemple. Et moi, je pense, je vous le dis en toute franchise, et je ne crains rien par rapport à cela. S'il n'y a que des dénonciations de cette nature, je peux vous affirmer que dès l'instant où un membre de la majorité sera pris dans une situation de détournement, ça s'arrêtera là. Et les Gabonais pourront pleurer
sur leurs 400 milliards perdus. Pas seulement 400 milliards, sur leurs 3000 milliards dilapidés en 10 ans. Mais s'il s'agit d'un membre de l'opposition qui aura pris un morceau de sucre, il sera demain en prison. C'est sur cette problématique posée par notre invité du jour, Raphaël Banégal Nendoy, représentant le front de l'opposition gabonaise pour l'alternance, que se boucle donc cette émission donc Club de la presse sur la radio africaine Africa numéro 1. Monsieur Raphaël Banégal Nendoy, tous autant qu'ils sont ici, tous nos confrères, Ismaël Obianze d'Africable, Yves-Laurent Goma de Radio France Internationale et Gabon Actu, Abel Mimongo du journal L'Union et Placide Moulakou du journal Le Scribouillard, qui se sont joints à Jérémy Gustave Zamba d'Africa numéro 1. Nous vous remercions d'avoir sollicité cette invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie et qui vous félicite. Surtout, parce que ce n'est pas courant. Africa numéro 1 est particulièrement dans notre cœur, parce qu'on ne le dit pas assez. C'est Zachary Miboto qui a conduit à la naissance de cette station panafricaine. Et ce que connaît cette radio nous interpelle beaucoup. Mais je suis particulièrement flatté que la nécessité de répondre à un argumentaire d'une de la majorité a été reconnue par cette station. Je forme le vœu qu'il en soit ainsi, là où cela devrait être normal. Voilà, c'est terminé avec ce club de la presse. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de la radio